Pouvez-vous présenter votre ouvrage? J'ai voulu présenter toute l'histoire de l'univers et de la vie. Il existe beaucoup de livres sur l'astrophysique, sur la biologie, mais très peu présentent tout cela de façon cohérente dans son ensemble, sauf peut-être l'encyclopédie de Diderot. Pourtant, cette démarche est essentielle si l'on veut comprendre le sens de l'univers. J'ai donc choisi une approche chronologique de toute l'histoire naturelle et au cours du temps, ce que je découvre, ce sont des mécanismes communs. Je les ai appelés les clés secrètes de l'univers. Un exemple, l'analogie entre une étoile et la vie. L'étoile naît, l'étoile vit, elle vit longtemps. Pendant sa vie, elle produit, elle réalise tous les éléments qui sont autour de nous, l'oxygène, le carbone, les métaux, etc. Nous sommes nous-mêmes faits de poussière d'étoiles. Cette production, l'étoile va la restituer à l'univers en mourant. Un jour, elle explose et elle dissémine dans l'espace tout ce qu'elle a fabriqué pendant des milliards d'années. À l'endroit où elle est morte, elle laisse derrière elle une matière supplémentaire, riche, qui va permettre à de nouvelles générations d'étoiles d'éclore, de nouvelles générations plus riches que les précédentes. Cela s'apparente donc à une forme de reproduction. L'étoile n'est pas la vie, mais on peut dire qu'elle lui ressemble beaucoup. Voilà, j'ai donc souhaité présenter dans tous les domaines les sciences les plus avancées à ce jour et à le faire avec un très gros effort de pédagogie pour que ce soit compréhensible par tous, y compris par ceux qui n'auraient pas fait des études scientifiques. À qui s'adresse ce livre? En donnant des conférences à toutes sortes de publics, je me suis fait à l'idée que les sciences les plus avancées pouvaient être comprises par tous à condition d'en avoir la motivation. C'est dans cet esprit que j'ai fait, dans cet ouvrage, un gros effort de pédagogie à partir d'analogies, de petits croquis, d'anecdotes historiques, et je pense que mon public ne sera pas déçu. Je vise donc une audience très large, disons de 17 à 99 ans ou plus, tous ceux qui sont curieux à propos de l'univers qu'ils habitent ou bien à propos de la vie qui les a fait naître. Et tout cela, je le répète, sans qu'une formation scientifique soit un prérequisite. Je dresse une fresque complète de notre histoire qui couvre l'astrophysique, la biologie, les sciences humaines. Et à travers ce parcours, je découvre une logique commune, ainsi que des mécanismes que la nature semble utiliser de façon répétitive au cours de toutes ces étapes. Je les ai appelées les clés secrètes de l'univers. Cette histoire donne un sens nouveau au monde, un sens qui, je le précise, est compatible aussi bien avec les idées religieuses qu'avec les idées athées. Finalement, pour tous, c'est un plaisir que de suivre cette saga qu'est l'histoire naturelle. Tous les épisodes du feuilleton sont pris dans une matrice commune et cohérente, et pourtant, chacun apporte son lot de nouvelles aventures surprenantes. Est-il vrai que le Big Bang a été inventé par un ecclésiastique? Oui, tout à fait, c'est parfaitement vrai. Il s'agit du chanoine belge Georges Lemaître. Il était en même temps un grand savant, physicien et surtout mathématicien, et il est le premier à avoir découvert, prédit en fait, que l'univers était en expansion. Pour ce faire, il a utilisé les équations de la relativité générale qui existaient depuis quelques années et qu'il dominait très bien. Et ce faisant, il a remonté le temps grâce à ces équations et a conçu que l'univers devait avoir un début très petit, très chaud, qu'il avait appelé l'atome primitif. Ce n'est
que plus tard qu'on a adopté le terme du Big Bang. Cela était dans les années 30. Curieusement, le maître, qui était un ecclésiastique, n'a pas vu dans le Big Bang l'acte de la création divine. Il y a vu plutôt un phénomène naturel comme un orage ou un cataclysme quelconque. En fait, pour lui, la création se situait ailleurs, en amont, et elle prenait une forme plus immatérielle. Au contraire, lorsque le pape Pie XII a découvert cette théorie, il l'a immédiatement assimilée à la création, et avec beaucoup d'enthousiasme. Le maître en a été très embarrassé et il est allé le voir au Vatican pour lui exprimer ses profondes réserves sur cette interprétation. On cite aussi un autre pape, Jean-Paul II, qui, dit-on, en raccompagnant Stephen Hawking, qui était venu le voir au Vatican, sur le perron, lors de son départ, lui aurait glissé à l'oreille « Alors, Monsieur Hawking, nous sommes bien d'accord. Avant le Big Bang, c'est nous, après le Big Bang, c'est vous. » Pouvez-vous nous parler de l'écosystème galactique ? Plus on étudie les galaxies, plus on découvre leur richesse. Elles forment des ensembles incroyablement complexes, un bestiaire hallucinant d'astres de toutes sortes, se livrant entre eux à des interactions multiples. Plus on observe ce monde, plus il nous rappelle la biosphère. C'est pourquoi je n'hésite pas à parler d'écosystème. Comme tout écosystème, on ne peut en étudier que certaines facettes. Le tout conserve inévitablement un côté mystérieux. Par exemple, on en sait très peu sur les trous noirs, et pour cause, ils sont invisibles par nature. Pourtant, au fur et à mesure que l'on en trouve, on s'aperçoit qu'ils jouent un rôle essentiel dans l'écosystème galactique. Ils favorisent la naissance des étoiles et ils participent activement à la vie des galaxies. On sait aujourd'hui qu'un trou noir hypermassif se loge au centre de presque toutes les galaxies. Celui de la Voie lactée, qui pèse 4 millions de masses solaires, est caché derrière des nuages de poussière. Aussi, nous le connaissons très mal. Mais comme il est proche de nous, il n'y a pas de doute qu'il finira par nous livrer ses secrets. Comment la vie est-elle apparue sur Terre ? Les ouvrages qui sont publiés sur l'origine de la vie me laissent toujours sur ma faim. Pourquoi ? On y voit des mécanismes partiels, des choses intéressantes peut-être, souvent, mais jamais on y voit l'enchaînement des événements qui a permis l'éclosion de la vie. C'est pourquoi j'ai tenu à présenter un scénario complet qui passe du monde minéral au monde vivant. Un scénario que je considère comme crédible, sans pouvoir aujourd'hui, dans l'état de la science, le certifier. Ce scénario, je l'ai articulé avec l'évolution générale du cosmos, car je ne pense pas qu'on puisse étudier la vie séparément, sans parler du berceau de la vie. Pour le résumer, en voici les principales étapes. D'abord, au moment du Big Bang, se créent 11 types de particules, celles qui constituent notre univers quotidien. Dans les étoiles, ces particules forment 94 atomes, le carbone, l'oxygène, etc. Maintenant, dans certains endroits privilégiés, comme une planète habitable, se forment à partir de ces atomes des molécules minérales. On en compte environ 2000 sur Terre. Et si les conditions sont très favorables, alors il se forment des macromolécules, c'est-à-dire des molécules en chaîne qui peuvent être très longues. Par exemple, un brin d'ADN peut contenir des millions d'atomes. À ce moment-là, dans ces conditions particulières, se forme une diversité moléculaire quasiment infinie.
Ces ensembles chimiques complexes qui ressemblent finalement à un métabolisme primitif, à un certain moment vont s'encapsuler dans des membranes. Cela peut paraître un peu étonnant, pourtant c'est un événement probable car on sait que les membranes se forment spontanément dans tout milieu chimique un petit peu riche. Une fois encapsulés, ces ensembles de molécules commencent à former ce que j'ai appelé les toutes premières protocellules. À partir de là, les étapes suivantes sont décrites par l'évolution darwinienne. Voici de façon très simplifiée le scénario que je présente pour l'apparition de la vie. L'évolution naturelle poursuit-elle une finalité ? On pense volontiers que l'évolution naturelle est un progrès devant conduire à l'homme ou, à minima, évoluant vers la complexité. Mais ce n'est pas forcément le cas. Tout montre que la tendance de l'évolution est plutôt de maximiser la diversité. Un exemple frappant est le fait que depuis l'apparition de la vie, il y a environ 3,8 milliards d'années, pendant 80% de tout ce temps, elle a stagné au stade des bactéries et des êtres monocellulaires. Si la nature suivait vraiment une finalité vers la complexité, il se serait bien passé quelque chose pendant ces 3 milliards d'années, autre qu'une diversification tous azimuts du monde bactérien. Si le film de la nature se rejouait une nouvelle fois à partir de la toute première bactérie, rien ne dit que l'on verrait apparaître autre chose que des bactéries, ni que l'on verrait émerger des êtres intelligents. Si l'on découvre demain la vie sur un autre astre, il y a beaucoup de chances qu'elle ressemble au monde bactérien. En résumé, la nature engendre d'abord et avant tout une immense diversité. Elle fabrique des créatures rouges et des vertes, des grandes et des petites, des dures et des molles, des bêtes et parfois de plus intelligentes. Toute la complexité de l'univers a-t-elle pu émerger sans l'impulsion divine ? À travers l'histoire du cosmos et de la vie, depuis le Big Bang, on voit se dérouler une pièce de théâtre dont les acteurs sont autonomes. Ils ne semblent pas être animés par un metteur en scène, une quelconque intervention divine. On voit se dérouler une évolution continue, progressive et qui s'explique tout à fait naturellement. Bien sûr, il ne faut pas en déduire hâtivement que la pièce n'a pas eu d'auteur. Et c'est d'ailleurs là la question majeure, d'où vient le scénario de la pièce ? Dans mon livre, j'apporte 2 réponses possibles. La première est qu'il y a eu création divine, soit au moment du Big Bang, soit en amont. Et cette vision s'accorde avec le déisme, c'est-à-dire l'idée que Dieu aurait déclenché la création du monde, ainsi que de ses lois naturelles, mais qu'ensuite il l'aurait laissé se développer tout seul, dans toute sa complexité, sans intervenir. Lorsque l'homme serait apparu, il se serait alors rapproché de Dieu. Pour la seconde thèse, qui est celle-là pour les incroyants, j'exclus l'idée qu'un monde aussi complexe et aussi réussi, disons extrêmement improbable, puisse être sorti d'un chapeau de lapin tout seul comme cela. Aussi, je décris une thèse, à mon sens beaucoup plus crédible, celle du multivers. Il y aurait en fait des milliards d'univers auxquels nous n'avons pas accès et que nous ne connaîtrons probablement jamais. En effet, ils se situeraient tous dans des espaces-temps distincts. Parmi cette multiplicité de mondes, certains, dont le nôtre, seraient dotés des caractéristiques très singulières leur permettant de devenir fertiles, tandis que l'immensité des autres resterait irrémédiablement stérile. Quel futur pour l'humanité ? Dans le cosmos, les formes les plus complexes, telles que les étoiles ou les êtres vivants,
sont des systèmes finement ajustés entre l'ordre excessif et le chaos. Bien sûr, c'est en particulier le cas de notre société. L'histoire des civilisations montre bien les dangers qui peuvent la plonger dans le chaos. Il faut y ajouter les risques liés à la nature, le dérèglement climatique, les astéroïdes, les volcans, et, on le voit plus récemment, les virus. Du côté de l'ordre, l'excès est tout aussi mortel que le chaos. L'ordre policier des régimes totalitaires, les excès législatifs, la pensée unique, etc. Au pire, on peut imaginer la disparition de la vie et le retour de la planète au stade minéral, qui serait un état bien plus ordonné, mais stérile. Ce qui permet à la société de se maintenir entre l'excès d'ordre et le chaos, comme un funambule tient sur son fil, ce sont des mécanismes de rééquilibrage très fins, mais aussi très fragiles. La culture, la démocratie, les lois et la justice, l'enseignement, l'art, la science, etc. Aujourd'hui, rien ne permet de prédire combien de temps nous parviendrons à maintenir un équilibre aussi délicat dans notre société. Un siècle, un millénaire, des millions d'années. Dans cette ignorance, nous n'avons qu'un choix, mener notre barque en nous fiant à la raison humaine.